Bonjour, bienvenue à la capsule pédagogique sur les analyseurs cellulaires en hématologie. Vous savez que les analyseurs cellulaires sont des composantes importantes du processus analytique en hématologie. Malgré la performance accrue des fonctionnalités de ces appareils, le technologiste médical doit connaître le fonctionnement de l'instrument et demeurer vigilant quant à son utilisation. Donc, c'est très important. Oui, l'analyseur cellulaire prend une grande place en hématologie, mais vous êtes vraiment autant important parce que c'est vous qui manipulez l'appareil, qui passez les contrôles de qualité, qui validez tous les résultats et les contrôles de qualité. Donc, aujourd'hui, nous allons voir vraiment plus spécifique deux fonctions, deux principes sur les analyseurs cellulaires. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau des analyseurs cellulaires, je voulais quand même faire une petite révision avec vous au niveau des analyses en hématologie. C'est sûr que si on compare avec la biochimie, vous comprendrez que sur une prescription, il y a beaucoup moins d'analyses en hématologie qu'en biochimie. Par contre, quand le médecin prescrit un hémogramme ou une FSC, qu'on appelle formule sanguine complète, ça comprend beaucoup d'analyses. Donc, c'est vraiment une analyse spécifique pour plusieurs sous-analyses. Et je vais voir avec vous ce que ça comprend. Donc, pour la formule sanguine complète, vous voyez que lorsque le médecin demande cette analyse, l'appareil va déterminer la numération des éléments figurés du sang. Ça comprend les érythrocytes, les leucocytes et les thrombocytes. Il va y avoir aussi le dosage de l'hémoglobine, la détermination de l'hématocrite, le calcul des indices érythrocytaires, on parle de VGM, TGMH et CGMH, et la formule leucocytaire au différentiel, ce sont deux termes qu'on utilise en centre hospitalier. D'autres analyses de routine s'ajoutent. On pourrait avoir une demande de vitesse de sédimentation des érythrocytes. Deux sortes de vitesses de sédimentation. Il existe la vitesse Western Green et vous avez aussi la vitesse Winthrop. Et comme autre analyse de routine, la numération des réticulocytes. On s'en sert beaucoup dans le domaine de l'oncologie pour faire les demandes. Et de plus en plus, la numération des réticulocytes ne se fait plus manuellement, mais se fait automatisé. Donc, ça fait partie des analyses de routine. C'est sûr qu'il existe d'autres analyses qui sont plus spécifiques. On parle de coloration cytochimique, on parle de ponction de moelle osseuse, mais les principales, ceux de routine, sont identifiés dans cette diapositive. Autre chose, au niveau du prélèvement. Vous allez recevoir en majorité dans les laboratoires d'hématologie du sang veineux dans un tube à bouchon lavande qui contient de l'anticoagulant. L'anticoagulant est le DTA qu'on nomme acide éthylène diamine tétracétique. Et cet anticoagulant est utilisé pour les analyses courantes en hématologie. On dit qu'il assure la conservation des éléments figurés du sang. Le DTA prévient la coagulation du sang par son action de chélation sur le calcium. Donc, les tubes que vous allez recevoir en hématologie ne doivent pas avoir de caillots. Dans les tubes de prélèvement sous vide à bouchon lavande, il y a deux sortes, vous pourriez retrouver deux sortes de DTA. Ça peut être de l'EDTA K2 ou de l'EDTA K3. Les centres hospitaliers ont la plupart du K2. C'est probablement l'anticoagulant de choix pour les analyses de routine. Et ça permet aussi une meilleure normalisation des techniques hématologiques là, si tout le monde s'entend avoir le même anticoagulant. Autre tube que vous pourriez rencontrer, le tube à bouchon noir qui contient de l'anticoagulant citrate de sodium et il a un volume de 1 pour 4, donc c'est-à-dire un volume de citrate de sodium pour 4 volumes de sang. Et il est utilisé en hématologie pour l'analyse de la vitesse de sédimentation des érythrocytes selon la méthode Western Green. Si vous utilisez la méthode Winthrop, vous allez utiliser des tubes à bouchon lavande.
On dit que l'action anticoagulante se situe au niveau des ions calcium, qu'ils neutralisent en formant un complexe citrate de calcium. Vous pourriez aussi quelquefois utiliser des tubes à bouchon bleu. Oui, les tubes à bouchon bleu sont plus pour la coagulation, l'hémostase, mais dans des cas un petit peu spéciaux au niveau des patients qui ont du satellitisme plaquetaire ou de l'agrégation plaquetaire, on va demander au médecin que le prochain prélèvement du patient se fasse pour le décompte des plaquettes sur un tube à bouchon bleu. Donc, on va avoir un meilleur décompte des plaquettes. Par contre, quand on le passe à l'appareil, il faut corriger le nombre de plaquettes obtenues en le multipliant par 1,1 à cause du facteur de dilution du sang par l'anticoagulant. Donc, ces techniques-là sont tous inscrites dans des cartables dans les centres hospitaliers où vous allez en stage. Autre tube qui n'est pas noté, mais que vous pourriez voir en hémato, c'est le tube hépariné, okay, un tube à bouchon vert. Et on l'utilise pour la recherche plus d'analyse spéciale, fragilité osmotique, des choses comme ça. Et il agit comme antithrombine en inhibant directement l'action de la thrombine sur le fibrinogène. On l'utilise un petit peu moins parce que pour la préparation d'un frottis sanguin, exemple, il y a distorsion morphologique au niveau leucocytaire et plaquetaire. Donc, ce n'est pas vraiment un bon anticoagulant pour, après ça, regarder au microscope nos frottis sanguins. L'analyse cellulaire, qu'est-ce que l'on doit connaître? Donc, le principe d'analyse, la représentation des résultats, les sources d'erreurs, les mesures correctives, le contrôle de qualité applicable et les entretiens préventifs nécessaires. Mais pour l'instant, dans cette capsule, on va vraiment se concentrer sur le principe d'analyse et la représentation des résultats. Par la suite, les autres tâches ou les autres choses à connaître, on va vraiment les décortiquer un petit peu plus loin dans votre stage, dans les autres semaines. Pour ce qui est de l'analyseur cellulaire, il y a deux côtés, c'est-à-dire que l'analyseur cellulaire, d'une part, mesure, et il va y avoir de l'autre côté où il va y avoir des résultats, mais qui vont être calculés par rapport à la mesure de certaines analyses. Donc, entre autres, le dosage de l'hémoglobine, les numérations leucocytes, érythrocytes, plaquettes et rétiques, le volume globulaire moyen, le volume plaquettaire moyen, la formule leucocytaire en nombre relatif sont obtenus par mesure. Donc, c'est vraiment l'appareil qui va mesurer ces données-là. Pour ce qui est du reste, au niveau de l'hématocrite, du TGMH, du CGMH, de l'indice de distribution du volume érythrocytaire, IDVE, l'indice de distribution du volume plaquettaire, IDVP, formule leucocytaire en nombre absolu et la numération des rétiques en absolu, vous voyez que c'est obtenu par des calculs. Donc, d'où l'importance des contrôles de qualité. Donc, il faut vraiment obtenir des bons résultats pour la suite des choses au niveau des calculs. Quelques abréviations en hématologie au niveau des appareils, mais c'est sûr que ça varie un petit peu si vous avez d'autres appareils là, de d'autres compagnies, mais en général, vous avez des abréviations assez universelles. Donc, numération au niveau des globules rouges, GR par 10 à la 12 par litre, GB par 10 à la 9 par litre pour globules blancs et plaquettes PLT 10 à la 9 par litre. Pour les indices érythrocytaires, pour le taux d'hémoglobine sanguin, hémoglobine en grammes par litre, hématocrite HT en litres par litre, volume globulaire moyen VGM en femtolitre, concentration globulaire moyenne en hémoglobine CGMH grammes par litre,
teneur globulaire moyenne en hémoglobine TGMH en picogrammes et l'indice de distribution du volume érythrocytaire IDVE en pourcentage. Pour ce qui est des indices plaquettaires, thrombocytes PLT, volume plaquettaire moyen VPM en femtolite et l'indice de distribution du volume plaquettaire IDVP en pourcentage. Il y a aussi la formule leucocytaire, c'est une répartition des différentes sous-populations de leucocytes. Donc, en abréviation, PN pour polynucléaire neutrophile, PE polynucléaire éosinophile, PB polynucléaire basophile, L pour lymphocyte et M pour monocyte. Vous savez que lorsqu'on fait une formule leucocytaire manuelle avec un microscope pour un frottissote sanguin coloré, on lit en moyenne de 100 à 200 leucocytes répertoriés. S'il y a des anomalies au niveau de la formule leucocytaire automatisée. Donc, si l'appareil détecte une anomalie, on va se présenter au microscope et on va lire entre 100 à 200 leucocytes. Par contre, lorsque l'analyseur cellulaire fait sa formule leucocytaire automatisée, vous voyez qu'elle compte entre 5000 à 10 000 leucocytes répertoriés. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus précis et il y a quand même des chances qu'elle se trompe, je vous dis qu'elle se trompe au niveau des cellules jeunes, des cellules anormales. Là, elle va avoir de la difficulté à les classer et c'est pour ça qu'il faut aller les voir au microscope. Mais pour ce qui est d'une formule sanguine, une formule leucocytaire normale, c'est assez rare que l'appareil va se tromper. On dit que les résultats sont rendus en valeur relative, en pourcentage, et en valeur absolue par 10 à la 9 par litre. Vous voyez que, tantôt j'ai parlé que le médecin, quand il faisait une prescription au niveau de la formule sanguine complète, ça comprenait beaucoup d'analyses. Mais en plus, avec cette analyse-là, il est capable de décortiquer, d'avoir vraiment un bon diagnostic. Je m'explique. Vous voyez que quand le médecin a le résultat des globules rouges, de l'hémoglobine, l'hématocrite, VGM, TGMH, CGMH et IDVE, il peut s'orienter vers un diagnostic d'anémie. Quand il a le résultat des plaquettes, un diagnostic d'hémostase primaire et au niveau des résultats de la numération des globules blancs et la formule leucocytaire, il peut s'enligner vers un diagnostic infectieux, inflammatoire ou leucémique. Vous voyez que ça couvre quand même assez grand. Petit tableau récapitulatif pour les termes que vous allez probablement entendre en milieu hospitalier. Au niveau, quand il y a une diminution ou une augmentation au niveau des paramètres, donc globules rouges, érythropénie, polyglobulie pour augmentation, hématocrite, hémodilution, hémoconcentration, hémoglobine, anémie. Vous savez qu'on ne peut pas avoir un surplus d'hémoglobine, ça ne se peut pas. Au niveau de la grosseur des globules rouges, VGM, on parle de microcytose quand c'est petit, normocytose normale, macrocytose quand c'est plus gros. CGMH, hypochromie, encore là, je viens de vous dire qu'un surplus d'hémoglobine, ça ne se peut pas. Donc, si vous avez un CGMH qui est plus élevé à l'analyseur cellulaire, il va falloir trouver la cause, l'erreur. Un TGMH, normochromie normale et hypochromie diminution. L'IDVE, l'indice de variation des érythrocytes, on parle d'anisocystose. Plaquette, thrombopénie pour une diminution, thrombocytose pour une augmentation. Globule blanc, leucopénie, leucocytose. Granulocyte, neutrophile, neutropénie, neutrophilie. Granulocyte éosinophile, on parle seulement d'éosinophilie. Le nombre est tellement peu, on parle d'une valeur de référence qui part à 0, donc on ne peut pas diminuer. Granulocyte basophile, basophilie. Lymphocyte, lymphopénie, lymphocytose. Monocyte, monocytopénie et monocytose. L'automatisation de l'hémogramme, ça a commencé en 1954. Vous voyez qu'on avait des appareils qu'on appelait semi-automatiques et ces appareils-là faisaient seulement globules blancs, le nombre de globules blancs, le nombre de globules rouges, VGM, hémoglobine, hématocrite. On s'en tenait qu'à ça. On n'avait pas la formule leucocytaire, on n'avait pas les plaquettes. Les plaquettes se sont ajoutées en 1972. Et par la suite, on a eu vraiment la formule des 3 populations au niveau des leucocytes. Granulocytes, lymphocytes, monocytes en 1980. Mais vous voyez qu'on avait seulement la famille des granulocytes. Par la suite, on a implanté la formule des 5 populations au niveau des leucocytes. En 1990, donc on avait une formule sanguine complète avec les 5 populations. Donc on a ajouté éosinophiles, et basophiles et neutrophiles. On les a décortiqués. En 1994, on a ajouté les réticulocytes et
depuis l'an 2000, nos analyseurs cellulaires font les analyses formules sanguines plus étaleurs et colorateurs. Donc, font les frottis sanguins et colorent les frottis sanguins. Vous voyez qu'il y a vraiment différentes compagnies. Donc, vous allez travailler avec un de ceux-là en stage. Chaque centre hospitalier a vraiment son analyseur cellulaire et même, je vous dirais, 2 analyseurs cellulaires parce que chaque centre, vraiment, la formule sanguine est considérée comme une analyse urgente. Donc, il faut absolument là, pallier s'il y a un bris d'un appareil par rapport pour le soin du patient. Et je vous montre vraiment, là, on a souvent ça au niveau des centres hospitaliers aux États-Unis. Ce sont des chaînes. Vous voyez qu'il y a plusieurs appareils d'hématologie qui sont reliés à une robotisation. Donc, vous voyez que le tube se rend de lui-même vers un des appareils par robotisation. Donc, c'est vraiment gros au niveau des appareils. Quels sont les avantages et les inconvénients en analyseur cellulaire? Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. La rapidité d'exécution et accélération du rythme des réponses aux cliniciens. Meilleure exactitude et meilleure reproductibilité des résultats. Plusieurs cellules sont analysées. Production plus rentable et confort du technicien. On parle de 500 à 1000 hémogrammes par jour dans certains labos. Donc, vous voyez que c'est pas mal plus profitable d'avoir un analyseur que faire ça à la main. Pour ce qui est des inconvénients, coût des appareils et de l'entretien, on parle là, des appareils qui valent plus de 100 000. Calibration et contrôle régulier et rigoureux, bien sûr. Donc, ça termine la première capsule sur l'analyseur cellulaire. Je vous invite à écouter la deuxième capsule qui comportera sur les 2 principes, donc impédance et optique au niveau des analyseurs cellulaires. Merci.